Tout a commencé dans un abri en bois, avec des outils empruntés et un vélo incapable de grimper les côtes. Aujourd'hui, c'est la marque la plus en vue du monde du vélo. Mais l'ascension de Harley ne se résume pas à la vitesse. Elle est aussi marquée par la guerre, la trahison, le chaos au sein de l'entreprise et une lutte pour la survie. Voici l'histoire inédite, celle qu'on n'a jamais imprimée sur un t-shirt. Les scandales, les erreurs, la brutalité et comment Harley-Davidson est malgré tout devenue une légende. Le rêve de Milwaukee qui a changé le monde. Au tournant du XXe siècle, au cœur industriel de Milwaukee, deux jeunes rêveurs esquissaient un avenir qui allait révolutionner les transports à l'échelle mondiale. En 1901, William S. Harley, âgé de 20 ans, conçut les plans d'un petit moteur à combustion interne adaptable à un cadre de bicyclette. Son prototype était rudimentaire, expérimental et d'une ambition folle. À ses côtés, son ami d'enfance, Arthur Davidson, âgé de 21 ans. Pendant les 2 années suivantes, les deux amis se sont consacrés corps et âme à leur motobicyclette, enfermée dans un hangar en bois de 3 mètres sur 4, derrière la maison familiale des Davidson. Mais lorsqu'ils la présentèrent, enfin à l'été 1903, la réalité les rattrapa brutalement. Leur création était incapable de gravir les collines de Milwaukee sans l'aide de pédales. Selon les critères habituels, le prototype était un échec. Pourtant, pour Harley et Davidson, ce n'était qu'une leçon, un prélude à quelque chose de plus grand. L'échec ne les abattit pas, il attisa leur flamme. Avec l'aide des frères d'Arthur, Walter Davidson, mécanicien de chemin de fer, et William A. Davidson, machiniste qualifié, ils commencèrent à perfectionner leur conception. Il en résulta un châssis à boucle révolutionnaire, une rupture avec les modèles classiques dérivés de bicyclettes de l'époque. Le moteur amélioré affichait une cylindrée de 400 cm3 et était monocylindre. Ce n'était plus une bicyclette motorisée, mais une véritable moto. C'est ainsi que naquit la Harley-Davidson Motor Company, la même année, en 1903. La production a démarré lentement. Seules 3 motos ont été vendues cette année-là, chacune fabriquée à la main. Mais à mesure que le bouche à oreille fonctionnait et que les machines s'amélioraient, la demande augmentait. En 1906, l'entreprise a ouvert sa première usine, une modeste construction en bois sur Chestnut Street, aujourd'hui Juneau Avenue. Elle mesurait seulement 12 mètres sur 18. Cette même année, 50 motos y ont été produites. Un an plus tard, avec l'ajout d'un étage, la production a triplé pour atteindre 150 motos. Partie de modestes débuts, Harley-Davidson avait bâti bien plus qu'une simple machine. Elle avait donné naissance à un mouvement. Mais son plus grand défi n'était pas d'ordre technique, ce n'était pas la demande, c'était quelque chose de bien plus vaste et de bien plus sanglant. Pourtant, la première véritable épreuve de Harley ne se déroula pas dans les rues, mais sur le champ de bataille. Guerre, roues et l'essor des muscle-cars américaines. En 1917, les États-Unis entrèrent officiellement en guerre et Harley-Davidson répondit à l'appel. L'armée avait besoin de motos, des machines rapides, fiables et robustes, capables de franchir des terrains accidentés, de transporter des estafettes et même de l'armement léger. À cette époque, Harley-Davidson avait déjà fait ses preuves lors de courses d'endurance et d'épreuves de fiabilité à travers l'Amérique, notamment grâce à une performance désormais légendaire lors de la compétition d'endurance de la Fédération américaine des motocyclistes. Mais il s'agissait là du premier véritable déploiement à grande échelle de la marque. Plus de 20 000 motos Harley-Davidson furent livrées à l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale. L'engagement de l'entreprise envers les besoins militaires contribua à perfectionner ses procédés de fabrication et à renforcer son image de marque, tant au niveau national qu'international. Mais il permit également à Harley-Davidson de découvrir un autre aspect de son activité, les contrats gouvernementaux. Ce qui allait changer la donne. La véritable explosion eut lieu 2 décennies plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Harley-Davidson produisit plus de 88 000 exemplaires du modèle WLA, une moto robuste à moteur bicylindre en V à soupape latérale, spécialement conçue pour un usage militaire. Surnommée Liberator, la WLA était conçue pour être durable, facile à réparer sur le terrain et capable de transporter du matériel et des passagers sur des terrains variés. Son succès ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais aussi en aire géographique. Les motos Harley-Davidson WLA devinrent omniprésentes sur tous les théâtres d'opérations alliés. Outre la fourniture de motos à l'armée américaine, Harley-Davidson en exporta également aux forces alliées dans le cadre de la loi Prébaille. Plus de 30 000 Harley-Davidson WLA furent envoyés à la seule Union soviétique, où elles furent utilisées sur le front de l'Est dans des conditions parmi les plus extrêmes. Ces années de guerre n'étaient pas seulement une question de survie, mais aussi de domination. Tandis que d'autres marques de motos peinaient à survivre ou disparaissaient complètement, Harley-Davidson était devenue une véritable puissance industrielle américaine. Son image s'était forgée dans la boue, la sueur et l'huile moteur. Ces machines étaient devenues bien plus que de simples moyens de transport, des outils de guerre, des symboles de courage, de force et de fierté nationale. Mais lorsque les coups de feu cessèrent,
une nouvelle bataille commença. Une bataille non plus menée avec des balles, mais avec l'innovation, les prix et la concurrence mondiale. Mais à la fin de la guerre, Harley dut faire face à un ennemi d'un autre genre. Une moto plus maniable et moins chère. Il a fallu un certain temps pour rassembler tous ces éléments. Si cela a rendu votre expérience plus agréable, peut-être devriez-vous vous abonner ? Démons de la vitesse et compagnons gris silencieux. Alors que les soldats rentraient chez eux et que l'économie américaine connaissait une croissance fulgurante dans les années folles, Harley-Davidson se concentra sur la vitesse. La guerre leur avait appris la robustesse, mais désormais, ils aspiraient à la performance. Et cela impliquait une seule chose, la compétition. La réponse de Harley-Davidson prit la forme de la Wrecking Crew, une équipe de course sponsorisée par l'usine qui domina les pistes de terre et les courses sur les promenades en bord de mer avec une agressivité sans précédent. Ce n'étaient pas de simples pilotes, c'étaient des légendes. Des hommes comme Ray Weishaupt, Otto Walker et Ralph Hepburn ne se contentaient pas de courir. Ils incarnaient l'énergie rebelle et indomptable de Harley-Davidson. Sur le plan technique, Harley-Davidson a continué de perfectionner ses emblématiques moteurs bicylindres en V à 45 degrés. En 1931, la marque a présenté son premier moteur bicylindre. Au milieu des années 1920, cette plateforme s'est transformée en Knucklehead, un surnom inspiré par la forme des caches culbuteurs, qui évoquait des articulations de poing. La conception à soupape en tête du Knucklehead a repoussé les limites de la performance et a posé les fondements du succès commercial et sportif de Harley-Davidson. Mais il n'y avait pas que les machines, c'était toute une culture. Les concessions Harley ont commencé à fleurir partout aux États-Unis, devenant non seulement des points de vente, mais aussi de véritables lieux de rencontre pour les motards. La marque a commencé à représenter quelque chose d'intangible, un mode de vie. Les motards portaient le même équipement, utilisaient le même jargon et partageaient la même fierté. Posséder une Harley, ce n'était plus seulement posséder un véhicule. C'était appartenir à une communauté. Tandis que Harley-Davidson faisait ses preuves en compétition et redéfinissait la culture motocycliste américaine, une autre force, discrète et déterminée, commençait à émerger de l'autre côté du Pacifique. Et tandis que Harley-Davidson poursuivait la vitesse, une nouvelle machine renaissait des cendres d'une autre guerre. Les ambitions mondiales de Harley et le ralentissement des années 30. Les années 30 furent une décennie d'extrême. En 1920, Harley-Davidson était devenu le premier constructeur de motos au monde, avec des concessions dans plus de 60 pays et des catalogues imprimés en 7 langues étrangères. Ces motos étaient utilisées aussi bien par les forces de l'ordre que par les postiers, les pilotes de course et les Américains de tous les jours. La marque avait conquis le monde. Mais ensuite survint la Grande Dépression. De 1929 à 1933, les ventes de Harley-Davidson chutèrent brutalement, passant de plus de 21 000 unités par an à moins de 4 000. Et pourtant, fait remarquable, la marque survécut. L'une des 2 seules entreprises américaines de motos à avoir traversé la Grande Dépression, Harley-Davidson y parvint en misant sur la polyvalence. Elle investit massivement dans des modèles utilitaires, comme le Servicar, un véhicule robuste à 3 roues, utilisé par les forces de l'ordre et les services de livraison. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était rentable. Côté design, la marque a opté pour un style inspiré de l'art déco. Le chrome, les garde-boue profilés et le réservoir en forme de goutte d'eau sont devenus ses signatures visuelles. Ce faisant, Harley a su préserver l'attrait de ses motos, même en période de crise. Puis vint la décision qui allait se révéler à la fois visionnaire et périlleuse. Au milieu des années 1930, Harley-Davidson concéda une licence pour sa technologie de motos à un consortium japonais. À l'époque, le tissu industriel japonais était encore en développement. Et Harley voyait probablement dans cet accord un moyen de générer des revenus et d'étendre son influence mondiale. Mais l'entreprise était loin d'imaginer les conséquences de ses actes. Les mêmes plans qu'il partageait allaient me servir à lancer l'industrie japonaise de la moto, une industrie qui, des décennies plus tard, allait créer les concurrents les plus féroces que Harley ait jamais affrontés. Alors que le monde se dirigeait inexorablement vers une nouvelle guerre mondiale, Harley-Davidson était prêt, mais les conséquences de ses décisions passées et la vague d'innovation qui déferlait à l'étranger allaient bientôt tout bouleverser. Partager ses plans avec le Japon ? Cette décision allait hanter Harley pendant des générations. L'icône américaine conquiert la scène mondiale. La fumée de la Seconde Guerre mondiale s'était à peine dissipée que Harley-Davidson reprenait ses activités civiles, non pas avec hésitation, mais avec une puissance décuplée. La guerre avait transformé Harley en un fournisseur militaire de grande envergure, produisant plus de 88 000 motos pour les forces alliées. Mais lorsque les armes se sont tues en 1945, Harley n'était pas prête à réduire la voilure. Elle était prête à dominer. L'entreprise a rapidement opéré un virage à 180 degrés, passant de machines utilitaires kaki à des icônes chromées étincelantes, conçues pour la route.
La fin des années 40 et les années 50 marquèrent l'âge d'or de Harley-Davidson. Les légendaires moteurs Knucklehead cédèrent la place à un nouveau moteur surpuissant, le Panhead. Lancé en 1948, ce moteur n'était pas qu'une simple amélioration mécanique. Il symbolisait la prospérité de l'après-guerre et la puissance industrielle. Doté de culasses en aluminium et d'un système de lubrification optimisé, le Panhead était le moteur d'une génération avide d'aventure et de liberté. En 1949, Harley-Davidson lance l'Hydra-Glide, équipé d'une fourche hydraulique avant qui offre un confort de conduite inégalé. Puis en 1958 arrive la Duo Glide, qui associe cette fourche à un bras oscillant arrière et à des amortisseurs. Les motards bénéficient désormais d'un confort et d'une maîtrise sans équivalent sur le marché. Mais Harley-Davidson ne se contente pas de fabriquer des motos, elle crée un style de vie. Tout au long des années 1950, les motos Harley-Davidson sont devenues incontournables dans les services de police, les bureaux de poste et les flottes commerciales à travers les États-Unis. Plus qu'une simple marque, Harley est devenue une véritable institution nationale. Ces motos patrouillaient dans les rues principales, escortaient les présidents et transportaient le courrier par tous les temps. Parallèlement, l'image du motard Harley évoluait. Il ne s'agissait plus seulement d'un policier en uniforme ou d'un coursier. C'était le rebelle, le hors-la-loi, le rêveur sur deux roues. Des films comme L'équipé sauvage en 1953 ont ancré l'image de Harley dans la culture populaire. Le moteur rugissant, le blouson de cuir, le regard de défi. Qu'on le déplore ou non, Harley est devenu le symbole de la liberté et de la puissance américaine. Les motos n'étaient plus de simples outils de nécessité. Elles étaient l'expression d'une identité. Le succès de Harley ne se mesurait pas seulement en vente, il était aussi mythique. L'entreprise était devenue bien plus qu'un simple constructeur. Elle était un symbole de la domination américaine de l'après-guerre. Mais au loin, de l'autre côté d'un océan encore marqué par la guerre, quelque chose d'autre se tramait. Dans les cendres de la défaite, une nouvelle génération de motos voyait le jour discrètement. Mais à mi-chemin du Pacifique, une autre génération de motos était en train de voler l'avenir de Harley. La naissance de l'invasion des motos japonaises. Au lendemain de la dévastation nucléaire, le Japon a dû faire face à l'une des reconstructions d'après-guerre les plus difficiles que le monde ait jamais connues. Les villes étaient rasées, les infrastructures en ruine et son tissu industriel réduit à l'état de décombre. Pourtant, au milieu de ces épreuves inimaginables, une poignée d'entreprises visionnaires s'apprêtait à réécrire l'histoire mondiale. Sur deux roues. Tandis que Harley-Davidson peaufinait son héritage d'après-guerre, le Japon bâtissait discrètement un empire de l'innovation. À la fin des années 40 et au début des années 50, des entreprises comme Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki, dont beaucoup s'étaient auparavant spécialisées dans les machines de guerre ou les biens de consommation, commencèrent à réorienter leur savoir-faire pour répondre aux besoins d'une population en pleine reconstruction. Leur outil de prédilection ? La moto. Soichiro Honda, ingénieur brillant et tenace, fut l'un des premiers à en percevoir le potentiel. En 1947, il lança la Honda Type A, une bicyclette motorisée, combinant des moteurs de génératrice de récupération et la force de pédalage. Rustique, bruyante et peu fiable, elle n'en était pas moins abordable. Plus important encore, elle constitua la graine qui allait donner naissance au plus grand constructeur de motos au monde. Une dizaine d'années plus tard, Honda présenta la Super Cub, une merveille de 50 cm3, 4 temps, qui révolutionna le monde. Silencieuse, fiable, économique et conçue pour durer. Elle permit à Honda de s'imposer sur le marché américain dès 1963, avec des millions d'exemplaires vendus. Yamaha, issue d'une entreprise d'instruments de musique, a fait son entrée sur le marché de la moto en 1955 avec la YA-1, une machine 2 temps de 125 cm3, qui a créé la surprise en remportant la course la plus prestigieuse du Japon dès sa première participation. Surnommée la libellule rouge, la YOA-1 a prouvé que Yamaha ne se contentait pas de prendre les motos au sérieux. Elle représentait une menace pour toutes les marques établies au monde. Suzuki et Kawasaki Suzuki a suivi des trajectoires similaires. Ses premiers modèles, comme la Power Free puis la série T, ont démontré sa volonté d'allier prise abordable et performance. Kawasaki, géant de la construction navale à l'origine, a stupéfié le monde avec la puissance brute de la Mach 3 à la fin des années 1960. Une bête de 500 cm3 à 2 temps qui s'est forgé la réputation d'être l'une des motos les plus rapides et les plus dangereuses jamais construites. Harley-Davidson, jadis icône mondiale de puissance et de prestige, était en train de se perdre. À la fin des années 70, la marque était au bord du gouffre. Harley était mourante, jusqu'à ce que 13 rebelles changent la donne. Le rachat de 1981 qui a sauvé Harley-Davidson. En 1981, alors que la faillite menaçait et qu'AMF cherchait désespérément à limiter ses pertes, un groupe de 13 dirigeants de Harley-Davidson prit une décision qui allait marquer l'histoire de l'entreprise, menée par Vaughan Beals et Willie G. Davidson,
petit-fils d'un des fondateurs. Ils réunirent 80 millions de dollars pour racheter Harley-Davidson. Il ne s'agissait pas d'un simple remaniement de la direction, mais d'un véritable coup de maître. La nouvelle équipe dirigeante n'est pas arrivée avec des slogans à la mode et des bilans financiers. Elle est arrivée sur ses propres motos, les manches retroussées, prête à se battre pour la marque qu'elle aimait. L'une de ses premières priorités, démanteler tout ce qu'AMF avait détruit. Le contrôle qualité a été rétabli. Les chaînes de montage ont été entièrement repensées. Et Harley-Davidson est revenu à ses fondamentaux, l'excellence technique, le savoir-faire américain et une philosophie centrée sur le motard. Les principes de production allégés furent adoptés face à ceux-là même qui avaient failli anéantir Harley. Ce fut un rare moment d'humilité et de génie. Au lieu de nourrir du ressentiment envers ses rivaux, la nouvelle Harley s'en servit comme modèle de survie. Les erreurs furent corrigées. Les fournisseurs furent tenus responsables, et chaque moto qui sortait de l'usine devait être à la hauteur des standards qui avaient jadis fait la grandeur de Harley-Davidson. Mais il ne s'agissait pas seulement d'améliorer le produit, il s'agissait aussi de redorer l'image. La nouvelle stratégie de Harley n'était pas de suivre les tendances, mais de renouer avec son héritage. L'entreprise a misé sur la nostalgie, mettant en avant son histoire de liberté hors la loi, de route infinie et de puissance mécanique. Les motos se sont améliorées, mais elles ont aussi retrouvé leur identité visuelle. Cadre bas, moteurs apparents, sonorité d'échappement caractéristique. Les motards sont revenus, les concessionnaires ont tenu bon, et Wall Street a commencé à s'y intéresser. Le redressement était en marche, mais cela ne suffirait pas. Harley devait encore surmonter un obstacle de taille. Pour survivre aux années 80, elle aurait besoin de l'aide d'un allié improbable, le président des États-Unis. Mais pour rester en vie, Harley aurait besoin de l'aide de la source la plus inattendue, Ronald Reagan. Tarifs douaniers, soft ties et le sauvetage de Reagan. Au début des années 1980, Harley-Davidson était au bord du gouffre. Des années de déclin de la qualité sous la direction d'AMF avaient terni la réputation de la marque. Les rues étaient envahies de motos japonaises élégantes, abordables et performantes, et Harley ne pouvait rivaliser. Les ventes s'étaient effondrées. La confiance des clients était brisée et l'icône américaine, jadis si fière, était en train de devenir un vestige du passé. Puis, en 1983, Harley réussit un coup de maître que peu croyaient possible, demander de l'aide à l'administration Reagan, et l'obtenir. Le président Ronald Reagan a approuvé un droit de douane de 5 ans sur les motos japonaises importées, dont la cylindrée dépassait 700 cm3. Ce n'était pas seulement une bouée de sauvetage, mais une véritable cure de jouvence. Le droit de douane initial était de 45% et a diminué progressivement au cours des 5 années suivantes. Pour Harley-Davidson, ce fut une rare occasion où l'intervention gouvernementale a réellement produit l'effet escompté. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans le droit de douane lui-même, mais dans la manière dont Harley a su tirer parti de ce répit pour se reconstruire. Au lieu de s'attarder sur les célébrations, Harley-Davidson a accéléré le rythme. L'équipe dirigeante, menée par le PDG Vaughn Bills et le visionnaire du design Willie G. Davidson, a adopté une approche de production juste à temps, inspirée des modèles d'efficacité japonais. Les pertes liées au stock ont été drastiquement réduites, la qualité de la production s'est améliorée et l'entreprise a commencé à investir massivement dans le développement de nouveaux produits. Fini les moteurs huileux et les soudures bancales. C'était une véritable renaissance, de l'usine au point de vente. En 1984, Harley-Davidson lançait la FXST Softail. Avec sa suspension arrière dissimulée qui donnait l'illusion d'un cadre rigide, elle affichait un look rétro tout en offrant un confort de conduite exceptionnel. La Softail trouvait l'équilibre parfait entre tradition et innovation. 2 ans plus tard, en 1990, la marque dévoilait la Fat Boy, un cruiser large, bas et musclé, véritable icône américaine. Contrairement à la légende, son nom ne faisait pas référence aux bombes atomiques, mais à son gabarit imposant. Les motards l'adoraient. Les concessionnaires étaient en rupture de stock, mais Harley savait qu'une moto exceptionnelle ne suffisait pas. Il fallait reconstruire la culture. La solution, se réapproprier le terme « HOG ». Harley-Davidson n'a pas été sauvé par les seuls droits de douane. Son salut est dû à une offensive tous azimuts sur l'ensemble de son activité. Production, design, marketing et relations avec la communauté. Mais ce redressement a eu des conséquences. Cette nouvelle force a un prix qu'il n'avait pas anticipé. Du col bleu au prêt-à-porter de luxe, la transformation culturelle de Harley. Alors que Harley-Davidson entrait dans les années 1990 avec son succès fulgurant, un changement fondamental s'opérait, non seulement au niveau des motos elles-mêmes, mais aussi chez leurs acheteurs. Ce qui avait débuté comme un symbole de rébellion populaire et authentique se transformait rapidement en une marque de luxe incarnant un style de vie raffiné. Le retour en force de Harley s'accompagnait d'un changement démographique majeur.
Ses clients n'étaient plus des mécaniciens, des routiers ou des ouvriers. C'étaient des avocats, des banquiers et des cadres dirigeants. En 1987, le motard Harley-Davidson moyen disposait d'un revenu d'environ 38 000 $. En 1996, ce chiffre avait grimpé en flèche pour atteindre plus de 83 000 $. Harley-Davidson entrait dans l'ère du luxe et du raffinement. D'année en année, les motos devenaient plus chères, les accessoires plus luxueux et l'image de marque plus soignée. Conduire une Harley ne se résumait plus au rugissement du bicylindre en V. C'était aussi porter des blousons de cuir brodés d'aigle, profiter d'options chromées et vivre une expérience unique en concession. Les concessions elles-mêmes se sont transformées. Fini les salles d'exposition poussiéreuses et les ateliers graisseux d'antan. Place au sol ciré, aux bars à expresso et aux espaces de vente, qui ressemblaient davantage à des boutiques de créateurs qu'à des magasins de motos. Les clients ne venaient plus seulement acheter une moto, ils venaient s'approprier une identité de marque. Mais ce faste avait un prix. En poursuivant la richesse et le prestige, Harley a commencé à s'aliéner la clientèle même qui avait fait son succès. Les jeunes motards n'avaient plus les moyens de s'offrir les motos. Les ouvriers expérimentés ne se sentaient plus représentés. La marque était devenue un symbole d'aspiration, mais plus accessible. Et tandis que la génération des baby-boomers vieillissait, une autre révolution se préparait en interne. Innovation ou imitation? Le pari technologique de Harley. Les années 1990 et le début des années 2000 ont été marqués par une véritable course technologique dans l'industrie de la moto. Les constructeurs japonais repoussaient les limites avec l'injection de carburant, le refroidissement liquide, les boîtiers électroniques et les systèmes de suspension de pointe. Harley, de son côté, devait trouver un juste équilibre entre modernisation et préservation de son identité. Chaque innovation risquait de mécontenter les puristes. Mais l'immobilisme était synonyme d'échec. Harley s'avança donc sur la pointe des pieds vers l'avenir. À la fin des années 1990, l'injection de carburant remplaça les carburateurs sur de nombreux modèles. Plus souple et plus fiable, elle était devenue indispensable pour se conformer aux normes anti-pollution de plus en plus strictes. Le refroidissement liquide fut discrètement ajouté à certains modèles comme la V-Rod, développée en partenariat avec Porsche. Harley-Davidson alla même jusqu'à équiper ses moteurs de Sealant Block pour réduire les vibrations, rendant ainsi les longs trajets plus confortables, sans sacrifier le grondement emblématique du moteur. Puis vint l'ère de l'électronique. Les systèmes d'accélérateur électronique, les systèmes de freinage anti-blocage, le régulateur de vitesse et les écrans d'infodivertissement firent leur apparition sur les motos de tourisme Harley-Davidson. Les motards pouvaient désormais se repérer grâce au GPS, synchroniser leur smartphone et profiter d'un son haut de gamme tout en roulant sur l'autoroute. Nombre de ces fonctionnalités fonctionnaient, mais d'autres semblaient avoir été ajoutées à la hâte, davantage inspirées par la pression concurrentielle que par l'ADN de Harley. L'expérience Buell avait révélé des éclairs de génie, mais Harley y mit fin juste au moment où les motos commençaient à trouver leur rythme de croisière. En interne, l'entreprise était en proie à une crise d'identité. Devait-elle rester une marque historique attachée au passé ou une entreprise tournée vers l'avenir et la technologie? Ce débat a atteint son paroxysme avec une moto, la Livewire. Puis est arrivée la moto qui promettait de tout changer, la Livewire, l'ascension et la chute du projet Livewire. En 2014, Harley-Davidson a bouleversé le monde de la moto, avec une annonce qui évoquait davantage la Silicon Valley que l'acier de Milwaukee. Le projet Livewire, première moto électrique de la marque, marquait une rupture radicale avec son héritage de moteurs bicylindres en V et de chromes omniprésents. Ce concept promettait une nouvelle ère pour la marque centenaire, une machine silencieuse et coupleuse, conçue pour une clientèle plus jeune et soucieuse de l'environnement. Rapide, propre et futuriste, elle a conquis les premiers utilisateurs. Un couple instantané. Pas de vitesse, une expérience inédite. De l'avis général, la conduite était grisante. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? À l'époque, Harley présentait la Livewire, non pas comme une simple moto, mais comme une affirmation. La marque l'a exhibée lors de salons technologiques et de démonstrations urbaines, cherchant à concilier tradition et modernité. Les médias en ont raffolé. Le problème, le cœur de cible de Harley, lui, n'a pas adhéré. Les acheteurs traditionnels de la marque, majoritairement des hommes d'un certain âge, souvent fidèles au bicylindre en V depuis toujours, ont raillé le concept. Pas de boîte de vitesse, pas de grondement d'échappement, pas d'âme. La Livewire n'était pas simplement différente, c'était un sacrilège. Alors que Tesla a popularisé l'électrique en misant sur la puissance et l'exclusivité, Harley-Davidson a semé la confusion. Une moto à près de 30 000 $, plus chère que nombre de ses modèles haut de gamme à essence, visait un segment de marché quasi inexistant. Les jeunes motards n'étaient pas prêts à débourser une telle somme pour une marque à laquelle ils ne s'identifiaient pas. Et les motards plus âgés n'étaient pas prêts à troquer leur Fat Bob contre une moto futuriste ultra silencieuse. Sous le capot, la Livewire était impressionnante.
Son moteur développait 105 chevaux et 117 Nm de couple, de quoi atteindre 96 km/h en moins de 3 secondes. Mais son autonomie? À peine 233 km dans des conditions idéales. Le temps de charge? Jusqu'à 1 heure en charge rapide CC, et plus longtemps en charge standard. Ce n'était pas une moto de tourisme, mais une moto utilitaire, vendue au prix d'un produit de luxe. Finalement, en 2021, Harley a transformé LiveWire en une sous-marque à part entière, dissociant ainsi cette expérience électrique de sa gamme principale. Les ventes sont restées atones. Malgré l'essor mondial des motos électriques, Harley a peiné à se faire une place sur le segment qu'elle avait contribué à créer. Il ne s'agissait pas seulement d'un échec produit, mais d'un véritable fiasco en termes d'image de marque. L'échec du projet LiveWire a révélé une vérité plus profonde. Harley n'avait pas seulement besoin d'une nouvelle moto, il lui fallait une nouvelle identité. Et tandis que Harley se tournait vers l'avenir, le passé a fait un retour en force. S'en est suivi une décision inattendue, un retour aux sources. De cette nécessité est née la réinvention, et le virage le plus radical opéré par Harley depuis des décennies. Reconstruire la rébellion. En 2023, Harley-Davidson a de nouveau bouleversé l'industrie, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Au lieu de dévoiler un nouveau concept électrique de pointe, ou une moto de tourisme ultra premium, la marque est revenue à l'essentiel. Voici les X350 et X500. La réponse audacieuse de Harley, à moins de 10 000 $ à l'obsolescence. Fruit d'une collaboration avec le constructeur chinois Qianjiang, maison mère de Benelli, ces nouvelles motos offraient tout ce qui manquait à Harley depuis des années. Légères, conçues pour la ville, abordables et, surtout, destinées aux débutants et aux marchés internationaux. La X350, proposée à moins de 6 000 $, était équipée d'un bicylindre parallèle à la puissance maîtrisable, d'un style moderne et d'une plateforme idéale pour la conduite en ville. Sa grande sœur, la X1500, lui succédait avec un peu plus de puissance, tout en conservant la même philosophie d'accessibilité. Ce n'étaient pas les Harley de votre grand-père, et c'était bien là l'essentiel. Pendant des années, les motards débutants avaient peu de choix intéressants chez Harley-Davidson. Les anciens modèles Street 500 et 750 étaient décevants. Mais désormais, Harley avait l'opportunité de rivaliser directement avec la gamme Rebel de Honda et la Meteor de Royal Enfield. Sur des marchés comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Europe, où les motos de petite cylindrée dominent, Harley disposait enfin des atouts nécessaires. L'accueil fut mitigé, mais enthousiaste. Les jeunes motards et les clients du monde entier saluèrent cette initiative. Les puristes américains, en revanche, restèrent sceptiques. Nombre de fans de longue date accusèrent Harley de se vendre, de sous-traiter sa production et de diluer l'image de la marque. Mais d'un point de vue commercial, ce virage était logique. Si Harley voulait traverser un siècle de plus, elle ne pouvait se contenter de la nostalgie. Il lui fallait s'implanter sur de nouveaux terrains. Harley n'a pas seulement baissé ses prix, elle a redéfini son avenir. Plus agile, plus international et peut-être plus fidèle à l'esprit de rébellion originelle qui a fait la grandeur de Harley. L'idée n'a pas fait l'unanimité, mais elle fonctionnait. Chaque ascension, chaque chute, chaque combat pour survivre. Voilà la véritable histoire de Harley-Davidson. Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires inédites comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne.